Puis, je vais faire, dans une certaine mesure, le geste inverse de celui de la semaine dernière. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, je me suis concentré sur la structure économique du capitalisme et aujourd'hui, cette semaine, eh bien, je vais argumenter l'idée, au contraire, qu'il faut élargir notre conception du capitalisme. Et donc, ne pas seulement envisager le capitalisme sous l'angle économique. Pourquoi? Parce que l'action et les effets du capitalisme, eh bien, ils sont perceptibles dans tous les domaines de la vie sociale. Le capitalisme fait des dégâts dans toutes les sphères de la société. Ce n'est donc pas suffisant de parler de système économique capitaliste. Il faut élargir notre conception et parler de société capitaliste. Nancy Fraser, dont je m'inspire très étroitement aujourd'hui, elle dit dans un livre qu'elle a publié il y a quelques mois, qui s'intitule Le capitalisme est un cannibalisme, aux éditions Agone Contre-Feu. Cette conférence d'aujourd'hui est une espèce d'abrégé de son livre que je trouve vraiment très très bien, très intéressant. Je vous le recommande vraiment. Et quelque part, je n'hésite pas à dire que cette conférence est un comment on dit, un apéritif ou une invitation à lire le livre, en fait. Donc Nancy Fraser dit que société capitaliste, c'est l'idée que tous les fléaux qui nous assaillent ont une origine commune et que les solutions doivent s'attaquer aux fondements structurels. Évidemment, ce n'est pas un mince enjeu de faire progresser cette idée de société capitaliste, de conception large, parce que corrélativement, c'est aussi faire progresser l'idée qu'il faut relier toutes les formes de lutte. Les deux vont ensemble, quelque part. Et toujours Nancy Fraser, elle dit que il faut envisager les choses globalement, et elle dit qu'il faut constituer contre cet ensemble malfaisant un bloc contre-systémique, ce qu'elle appelle un bloc contre-systémique. Et là, elle trouve que les propositions de blocs contre-systémiques, les propositions concrètes, se font attendre. La crise est là, mais nous n'avons pas, dit-elle, la théorie critique. Bien sûr, on en a une de théorie critique, c'est celle que j'ai développée la semaine dernière, c'est celle que nous avons héritée de Marx, mais, encore une fois, Fraser considère qu'elle est trop centrée sur l'économie. Or, constate, la crise polymorphe appelle une théorie plus polyvalente. Et elle appelle de ses voeux une théorie critique qui pourrait appréhender l'ensemble des aspects économiques et non économiques, écologiques, socio-économiques, politiques. Elle n'est pas caricaturale dans son appréciation du travail de Marx, Nancy Fraser. Elle dit que le livre 1 du Capital est ouvert par principe aux aspects non économiques, mais ce qu'elle regarde, c'est qu'il ne prend pas systématiquement en compte le genre, la race, l'écologie et le pouvoir politique en tant qu'axe structurant de l'inégalité dans les sociétés capitalistes. Fermez les guillemets. Bon, c'est son appréciation. Peut-être que
John Bellamy Foster, qui a écrit un bouquin sur Marx écologiste, ne serait pas d'accord avec cette remarque de Nancy Fraser. Et je pense aussi à une rencontre de la pensée critique qu'a faite Sarah Bardot-Meyer en novembre 2015, donc ça commence à faire 10 ans plus. Et c'était le titre Marx et l'écologie politique. Sarah Bardot-Meyer, elle a largement développé l'idée que Marx, effectivement, avait dans son œuvre parsemé des tas et des tas de remarques sur l'écologie. Je ne sais pas ce que toi t'en penses comme ça au débrouillé, Marx et l'écologie. Qu'est-ce que ça t'inspire comme ça? C'est-à-dire que tu as des kilos d'indications, mais il n'y a pas chez Marx, par exemple, de perspective écologique autonome. Tu as des indications sur, bon, dès l'idéologie allemande, par exemple, tu as un passage sur la pollution des rivières. Tu vois. Bon, évidemment, tu as le fameux passage du livre 1 du Capital sur le capitalisme qui épuise la terre et le travailleur, etc. Et on peut en trouver d'autres, mais qui n'appartiennent pas proprement à une perspective écologique. Je dirais plutôt que c'est une sorte d'économie raisonnée. Par exemple, quand Marx parle de la chimie en disant, en somme, il faut un usage intelligent et approprié de la chimie, qu'il prête d'ailleurs à Liebig. Bon, là, c'est autre chose, mais c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut. Sinon, on fait un anachronisme un peu. Bon, mais, oui, parce que peut-être que même le mot écologique. Non, je pense qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existait pas avant, hein? Il n'existait pas. Non, il n'existait pas. Je crois que c'est. Il n'existait pas. Est-ce que ces discussions comprennent aussi la discussion des textes de Marx dans les années 60, 1860, sur son plan pour l'ensemble du capital? Parce que là, il y a longtemps, il parlait d'une ligne sur le capital, un sur le travail, un sur la propriété foncière, un sur l'État, un sur le marché mondial. Oui, là, et puis je me souviens, il y avait plusieurs fois que dans les lettres avec Engels aussi parlait de ça, ou avec son éditeur. Il a accumulé des textes qui étaient des brouillons, des approches, qui ont été quelquefois remis fondamentalement en question. Il a repris son plan. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a renoncé à des chapitres entiers, chapitre 6, etc. Même le plan du capital du livre 1 est sujet à caution. Il y a des éditions qui diffèrent sur le plan du livre 1. Mais bon, au fil de ces... Comment dire, je ne sais pas si on est en mesure de faire le point de l'évocation des questions écologiques faites par Marx dans tous ces textes-là, hein, les Grundrisse, les textes de 1867-68, 68-69, donc qu'est-ce qu'il y a encore, les théories sur la plus-value, encore un truc de 2000 pages. Là, je ne sais pas si quelqu'un s'est collé à ça. Que quelqu'un, alors, Bellamy Foster, autant que je sache, c'est plutôt à partir du Capital qu'il a fait son bouquin. Mais après, tout ce qu'on appelle le massif du Capital, alors là, je ne sais pas. Donc, il y a même d'autres textes sur l'agriculture, même des interviews, des trucs comme ça, mais c'est très allusif. Et
pense que c'est très difficile à synthétiser en disant c'est de l'écologie. Bon, là, je crois que c'est... Et puis, c'était un début de l'industrialisation. On ne connaissait pas les conséquences sur la nature de ce développement. Parce que... Alors, il en connaît certaines sur la nourriture, par exemple. Ouais. Dans le livre 1, il y a des passages sur la pourriture du pain, en quelque sorte, qu'on donne aux pauvres, etc. Tu as toutes sortes d'indications fragmentaires. Bon. Mais je crois que ça ne fait pas une perspective d'ensemble. C'est l'occasion de faire une remarque, c'est que il existe un écueil, il y a un écueil qui existe pour les chercheurs sur l'œuvre, les travaux de Marx. Cet écueil, c'est de décortiquer les livres de Marx en essayant de les faire parler au-delà de ce qu'elles ont vraiment voulu dire. Disons, là, il faut reprendre la toute première remarque de Jean. Finalement, si je reformule ta toute première remarque de tout à l'heure, il y a 5 minutes, bon, ne faisons pas dire à Marx des choses qu'il n'était pas en situation de vouloir dire. Absolument. Parce qu'il n'avait pas des concepts surplombants comme l'écologie, etc. Même chose pour, par exemple, toutes les notes sur l'individualité, la personnalité, etc. etc. Que ce soit dans l'idéologie allemande, dans les manuscrits de 1844, l'idéologie allemande, etc. Alors, donc, Nancy Fraser, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut partir de Marx et aller au-delà. Voilà, la synthèse de sa position, partir de Marx et aller au-delà. Partir de Marx, ça veut dire, bien sûr, prendre en compte les caractéristiques, ça veut dire partir des caractéristiques économiques du capitalisme, telles que celles que j'ai présentées par exemple la semaine dernière, ça veut dire la propriété privée, la distinction entre propriétaire et prolétaire, ça veut dire le contrat de travail, ça veut dire l'accent mis sur la liberté, ça veut dire aussi, bien entendu, l'obsession systémique, non pas psychologique, mais l'obsession systémique sur l'accumulation. Nancy Fraser parle de compulsion systémique particulière. Ça veut dire le rôle du marché, la marchandisation, etc., etc. C'est toutes ces choses-là que j'ai abordées la semaine dernière. Ce qu'il faut surtout ajouter après tous ces petits rappels que je viens de faire à la volée, c'est qu'il serait aussi erroné de conclure de la présentation économique que Fraser veut évidemment prendre comme point de départ. Il serait quand même erroné de partir de cette présentation et d'en conclure que nous assistons dans le système capitaliste, même aujourd'hui, à une marchandisation générale. Elle réfute, Nancy Fraser, cette idée de marchandisation générale. Et même, elle insiste sur des aspects différents, décalés. Par exemple, Nancy Fraser, elle insiste dans son livre, ce sont des passages que je vous recommande, qui sont originaux, sur l'autoproduction. Qu'est-ce qu'elle entend par autoproduction? C'est le bricolage, le jardinage, etc. Elle commente longuement ces choses-là. Elle insiste sur ce qu'elle appelle les échanges informels. Alors, l'entraide, les transactions en nature, les activités associatives, ça c'est nous.
Et puis aussi des choses plus massives, les transferts monétaires, c'est-à-dire les allocations publiques, toutes ces choses-là, qui ne passent pas par le marché, elles dépendent d'un règlement, d'une règle, d'un règlement, d'un décret, d'un arrêté, d'une situation particulière, d'une décision administrative, etc., etc. Donc, il y a des tas et des tas de transferts monétaires qui se font comme ça. Et puis, il y a les services publics. Les services publics de l'État. Là, tu as l'air de dire que finalement, le capitalisme accepte, même fait plus qu'accepter. Par exemple, je pense à la Sécu après la guerre. Pour eux, c'était bien, quoi. C'était un recul, un danger. Le capitalisme, à la libération, il a fait contre mauvaise fortune bon cœur, il a accepté que se mette en place non seulement la sécurité sociale, mais pas mal d'autres choses, enfin des nationalisations et tout et tout. Bon, il a accepté que tout ça se fasse. On l'a souvent évoqué. C'est pourquoi ça s'est fait ainsi, c'est parce que d'abord il y avait un consensus politique, faut pas l'oublier, du Conseil national de la résistance, mais personne ne s'y est opposé non plus, hein, aucune force sociale capitaliste ou autre finalement ne s'y est opposée. Cela a pu se faire. Pourquoi cela a pu se faire? Parce que le capitalisme, je l'ai souvent évoqué, en 44, 45, 46, 47, 48, et plus tard encore, il ne sait pas trop. Oui, on peut dire qu'ils ont une forme de clairvoyance. Il ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait. C'est plutôt l'existence de la réalité politique. C'est ça. C'est la même chose partout. Même chose partout. C'était pas différent en Allemagne qu'en Grande-Bretagne. Exactement. Oui, voilà. Donc ça s'est appelé d'un mauvais nom. D'ailleurs, tout ça, c'est une appellation qui est venue après. On a appelé ça le compromis fordiste. Bon. Ça n'avait pas vraiment la nature d'un compromis. C'était un recul tactique ou stratégique. On va lui donner un peu plus en peur. C'est un recul stratégique du capitalisme mondial pour éviter que les peuples se jettent dans les bras de Staline. Voilà. Et ça a été, il faut savoir, ça aussi je l'ai évoqué à bien des reprises, ça a été pensé au cours d'une bonne demi-douzaine de conférences internationales, dont l'une plus structurante que les autres, la conférence de Philadelphie. Mais là, ça remonte aux années, c'est pas 45, hein, ou même 44, ça remonte bien avant. Ces conférences dont je parle, c'est des 42, 43, 44. Elles s'accélèrent après la victoire de Stalingrad, bien entendu. Je vous renvoie à un livre de Alain Suppiot du Collège de France, L'esprit de Philadelphie. Donc Alain Suppiot décrit par le menu toutes ces conférences. Et il explique cette histoire du compromis, de ce qui a été appelé le compromis de force. Voilà, donc, mais maintenant que le système socialiste réel est disparu, et bien maintenant, à l'ordre du jour, c'est quoi? C'est de déconstruire. Kessler, alors qu'il était vice-président du MENEF, il a dit qu'il fallait retirer, qu'il fallait déconstruire tout ce qui venait du Conseil national de la résistance. Oui, mais
je crois qu'il faut quand même faire attention. L'idée du compromis fordiste, elle repose sur un élément qui est tout à fait réel, c'est la nécessité de relancer la productivité du travail après-guerre. Et là, il y avait effectivement un compromis, c'est-à-dire, bon, qui a été peut-être plus sensible dans les formulations en Allemagne, etc. Tu pisses le travail et en échange, on t'assure une sécurité d'emploi et une base matérielle, en somme, un matelas matériel pour la casse. Et l'idée que c'est un compromis fordiste, c'est pas non plus complètement aberrant. Ça repose sur la domination à l'intérieur du capitalisme d'une fraction spécifique du capital qui est le capital industriel. Ouais. Bon, c'est ce que ont très bien décrit les économistes, si j'ose dire, la bande à Clinton, Krugman, compagnie, enfin, Stiglitz et tout ça. À savoir que, effectivement, on est passé de la domination d'un capital industriel, on se voit dans les années 50. Dans les années 50, un patron je sais pas moi, de General Motors ou autre, un actionnaire qui l'emmerde, il lui dit va te faire voir ailleurs. Ça. Autrement dit, c'est bien le capital industriel qui domine sur le capital financier. Et le coup des années 70, c'est le renversement. C'est la prise de pouvoir spécifique du capital financier qui domine le capital industriel et qui, là, pour modifier encore les rapports de force et la productivité du travail, veut bousiller évidemment l'ancien compromis fordiste, qui reposait aussi sur ce qu'on a appelé l'ouvrier masse, l'OS, etc. Bon, et après ces trucs-là, on s'aperçoit que c'est un autre type à l'intérieur du procès de travail, où par exemple le capital essaye à tout prix de pomper, si tu veux, le côté collectif du travail. Tous les mots d'ordre sur l'équipe, la finalisation du travail par projet, etc. Tout ça, c'était pour effectivement bousiller le compromis fordiste, annexer ce caractère collectif du travail et la productivité collective du travail. Et alors, ça, c'est intéressant aussi parce que, bon, là, bon, Marx, évidemment, il n'a pas connu le compromis fordiste et le reste, mais il a quand même largement anticipé ça. En particulier, ben oui, tu disais les chapitres, le fameux livre 1, chapitre 6, quand il parle de la subvention réelle du travail au capital, c'est-à-dire dans le procès de production. Et c'est un truc intéressant parce que, précisément, ça montre la présence directe d'une politique dans la production. Et oui, c'est-à-dire que la politique, c'est pas simplement l'étatique, c'est pas ce qui vient de l'État, bon, mais ça existe dans le procès de production à travers ces modes de gestion, de direction de la force de travail. Là, on le voit, d'après ce que tu dis, c'est clair, quoi. L'action. Moi, ça me semble, ça me semble très clair. Non, il y a un phénomène du capital industriel, c'est que les syndicats sont devenus très puissants. Ce n'est pas seulement un collectif, et ils ont créé des caisses, ce qui a amélioré les conditions de vie des travailleurs. Mais le capital industriel, ce que tu dis productif, il en trouvait un avantage, c'est qu'il y avait une meilleure production. Parce que les gens, ils avaient certaines garanties, hein, il y avait même au niveau une sorte de sécurité sociale, une sorte de chômage, etc. Ce qui faisait que la rentabilité de chaque travailleur était plus importante que quand on est dans l'incertitude. Bon, après, on en arrive à ce que tu dis dans les années 70, où c'est le capital financier qui a pris le dessus. Et qui là, lui, pousse à la précarisation, voilà, c'est ça, à tous les modes de... Ben oui, ça c'est... Alors, Nancy Fraser, finalement, elle dit il y a
cette marchandisation générale, oui, mais il y a donc aussi en vis-à-vis, en contrepoint, l'autoproduction, les échanges informels, les transferts monétaires et les services publics de l'État. Je reviens sur les services publics de l'État. Souvenez-vous de ce chiffre de la conférence que j'ai faite. L'INSEE a calculé que les apports monétaires des services publics de l'État au revenu moyen des Français, alors moyen, vous vous souvenez aussi de ce que j'ai dit sur les classes, les différentes catégories, mais c'est quand même 14 000 euros. L'apport net, hein, en comptant tous les impôts, la Sécu, les allocations diverses et variées, la prime pour l'emploi, enfin, tout ce que l'éducation, la santé, y compris la police, etc., qui sont des services publics aussi, eh bien, ça fait 14 000 euros. Donc, c'est quand même pas une bagatelle. Ça fait, à la louche, on va dire, 1 000 euros par mois, à la louche, 1 000 euros par mois de revenus, surtout la santé, sans doute, qui doit compter là-dedans, surtout à partir d'un certain âge, bien sûr. Donc, bon, c'est une affaire, et c'est pour ça que c'est un combat aussi pour les bourgeois, pour les capitalistes. Là, il y a du fric, bon sang, bonsoir, à gratter, hein, de tous les côtés. Donc, quand Macron dit le pognon de dingue, il ne se trompe pas de cible. Il voit très bien les choses. Donc, il y a tout ça, et Nancy Fraser dit qu'il y a, si on regarde tout ça d'un bloc, il faut le voir dans une imbrication fonctionnelle. Donc, on va y venir à cette imbrication fonctionnelle. En effet, derrière la machine capitaliste se trouvent des choses encore plus cachées qui rendent possible la production capitaliste. Marx se pose la question aussi, bien sûr, en particulier dans le chapitre sur l'accumulation primitive. Par exemple, quand il mentionne qu'à l'origine du capitalisme, il y a des phénomènes majeurs de spoliation et d'expropriation. Bien entendu, ça, ce sont des choses qui sont indéniables. Mais là où Marx circonscrit ces réalités à l'origine, aux origines du capitalisme, Nancy Fraser, elle dit non, ça continue. Les phénomènes de spoliation et d'expropriation, ils continuent. Ce sont des mécanismes continus. Et Marx, lui, bon, dans le livre 1, il déplaçait le regard du marché des marchandises vers l'antre secret de la production. Souvenez-vous de la troisième conférence sur le fétichisme, où je m'étais attardé là-dessus. Donc, l'antre secret de la production, l'esclavage, la rapine, l'exploitation, la surexploitation, etc. Fraser, elle fait un autre geste, elle déplace le regard du scénario officiel de l'exploitation vers le scénario d'arrière-plan de l'expropriation. Elle complète le geste marxien par ce geste-là. Déplacer le regard, il ne s'agit pas qu'on ne regarde plus l'exploitation, c'est pas ça non plus le but de la manœuvre, mais il s'agit que d'envisager l'exploitation ne doit pas nous empêcher de nous dire qu'il y a aussi en arrière-plan tout un travail, toute une réalité de l'expropriation. Par exemple, le travail forcé et gratuit ou scandaleusement sous-payé. De qui? Des femmes et des enfants. Ou bien encore le travail gratuit des femmes à la maison.
Concrètement, dit Fraser, faire des enfants, ouvrez les guillemets, faire des enfants, les socialiser, construire des communautés, produire et transmettre des références communes, des dispositions affectives et des horizons de valeur qui garantissent la coopération sociale. Tout ça, c'est gratos. Ces activités de reproduction sociale, pourtant, elles sont indispensables à la perpétuation du travail salarié, à l'accumulation de la plus-value et au fonctionnement du capitalisme en tant que tel. Le travail salarié ne peut exister, dit Fraser, s'il n'y a personne pour s'occuper des tâches ménagères, de l'éducation des enfants, des soins affectifs, etc. Expropriation parce que les femmes dont le travail à la maison n'est pas rémunéré, eh bien, elle appelle ça de l'expropriation. Il n'y a pas de contrepartie. Voilà. C'est de l'expropriation. Il y a du travail, il n'y a pas de rémunération. Donc c'est exproprié. On a spontanément comme idée, l'expropriation, c'est confisquer des terres. Mais là, c'est confisquer du travail. Donc, elle met tout ça sous expropriation. Hein? Donc, tâches ménagères, éducation des enfants, etc., etc. Dans bien des cas tels, cela se passe en dehors du marché, au sein des ménages. Hein, il n'y a pas de, on ne parle pas d'argent. Ou bien aussi au sein des quartiers. On connaît, nous on a quelques accroches dans certains quartiers de Nice à travers des personnes que nous connaissons. Et on a une idée de la vie des quartiers qui est une vie de services rendus dans tous les sens, sans jamais aucune contrepartie monétaire, sans calcul. Bon, le quartier en question, c'est Pasteur. Alors, c'est accusé par le fait que c'est 75 ou 80% de Maghrébins, et qui ont donc peut-être encore aujourd'hui, par rapport à des Gaulois, une culture d'entraide que nous avons perdue, en partie ou en toute partie. Bon. Mais voilà, il y a tout ça. Ou bien, il ne faut pas les oublier, telle ou telle institution publique qui apporte des aides gratuites à des personnes dans le besoin. Nous avons ici sur la place Saint-Roch, chaque semaine, il y a un camion, une camionnette, enfin un genre de camionnette qui vient, et il y a 2 personnes qui assurent une permanence de contact, d'accueil, qui ont sans doute des problèmes multiples et variés. Il y a des associations. Pour les services publics. Il y a aussi des associations. Voilà. Mais il y a la ville qui a installé certaines antennes pour aider les personnes à faire les documents, carte d'identité, mais sur les places publiques. Voilà, il y en a eu là. Hein. Garibaldi, il vient de temps en temps aussi. Voilà. Là, ici, à la maison de il y en a à l'East-Ouest aussi. Mais ça dépend de la mairie ou du département, je ne sais pas, mais c'est des fonctionnaires qui travaillent. Hein. Sur ma place aussi, il y en a. Je ne me suis jamais renseigné de près. Tout ça près. pour dire que les gens, les travailleurs, les salariés, plutôt que les gens, eh bien, pour pouvoir aller travailler sereinement, pour être libre
ils ont aussi besoin de ça. Ils ont aussi besoin de ça. Et donc tout ça ne prend pas toujours loin de là la forme du travail salarié. Et donc, une partie du temps de travail des producteurs n'est pas rémunérée. Fraser va jusqu'à dire, derrière la coercition sublimée, héroïsée du travail salarié se cache la force brute et le vol pur et simple. Elle est dure. Hein. Donc, ça, c'est un geste intellectuel de Fraser que je crois qu'il faut prendre au sérieux. Hein. Je reviens sur le travail des femmes. Les féministes ont un discours sur le travail des femmes. Elles ont certaines sensibilités du féminisme, ont des revendications à cet égard. Depuis 50 ans. Voilà. C'est pas ce siècle-là. Bien sûr. Je me souviens bien dans les Bien années sûr. 70. Et même, je dirais, même parmi les économistes marxistes. Voilà. Donc là, je vous renvoie au chapitre concerné du livre de Fraser. C'est vraiment bien de pouvoir mettre à jour son logiciel, ses logiciels intellectuels dans ce domaine. Mais Fraser va plus loin. Elle ne s'arrête pas à cette question. Elle déplace aussi l'attention vers les questions écologiques. Elle pointe l'importance des questions écologiques, le fait que la nature est un scénario d'arrière-plan, un autre scénario d'arrière-plan. Il y a les femmes à la maison, mais il y a aussi, très différentes, nature très différente, mais aussi toutes les questions relatives à la nature. C'est un autre scénario d'arrière-plan du capitalisme, parce que la nature, elle apporte des intrants, que l'on appelle des intrants, qu'elle procure à la production, gratuitement aussi, assez souvent, l'air, l'eau, etc. Et elle procure aussi, l'inverse des intrants, une poubelle. Elle procure une poubelle. Nous avons tous en mémoire, sans doute, des scandales, les bouts rouges, je ne sais pas où, voilà, intrants et poubelle. Et tout ça, gratis prodé. Elle dit donc qu'il faut finalement déplacer ou compléter le regard économique par un regard politique. Et donc, elle plaide non pas pour une science économique ou une approche économique, mais pour une approche d'économie politique. D'économie politique, qui lui paraît être, comment dire, pertinente en fonction de tout ce qu'elle développe. Par exemple, oui, oui, sur l'histoire de la nature, ça s'est posé à l'intérieur de la science économique et dans un sens d'économie politique très tôt. Et sous la forme suivante que tu trouves chez Marx en particulier, est-ce que la nature est une source autonome de la richesse? Marx soutiendra toujours qu'il y a deux sources de la richesse, la nature et le travail. C'est sous cette forme-là que le problème est apparu. Alors effectivement, on peut dire d'une façon qui reste encore peut-être trop économiste, entre guillemets, mais on le voit apparaître sous cette forme-là. Et puis, à propos des femmes, je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui a changé un peu. C'est pas la première fois non plus que, par exemple, on pense que le travail des femmes est strictement nécessaire, le travail à la maison, je parle, à la production de la force de travail.
je le trouve chez Gramsci, à propos d'américanisme et fordisme. Il faut que l'ouvrier fordien, en gros, soit marié et que la femme fasse le taf à la baraque pour qu'il tienne le coup à l'usine. Bon. Et Ford contrôle. Bon, et Ford, bon. Et effectivement, à ce moment-là, on peut se dire, il y avait peut-être, si j'ose dire, non pas une justification, mais en somme une racine effective qui se situait dans la production. Je crois que le problème, c'est que depuis, cette racine dans la production, elle s'est largement évanouie. C'est-à-dire qu'on a un phénomène qui continue, un phénomène de division du travail qui continue, mais qui, en gros, a largement perdu toute fonction économique propre. Les femmes travaillant autant que les hommes, ou à peu près, aujourd'hui, donc, il n'y a pas le salarié d'un côté, la bonne femme de l'autre qui fait la vaisselle, etc. Non, elle a les deux journées. Oui, elle a les 2 journées. Bon. Oui, D'où le problème qui s'est déplacé sur, par exemple, justement, la division du travail interne. Oui, c'est ça. Donc, pas non plus d'ailleurs un truc nouveau, mais le problème c'est que ça, les socialistes ont mis énormément de temps à rentrer là-dedans. Oui. Par exemple, bon, dans les textes du 19e siècle, c'est, par exemple, en Allemagne, c'est une femme qui s'appelle, je crois, Elisabeth Doll, qui voit assez bien le problème de la division du travail interne à la famille. Bon, les socialistes le voient beaucoup moins bien. Et Auguste Bebel, puisque c'est lui qui a donné le premier, si j'ose dire, de sa personne pour traiter du problème. La femme et le communisme. Oui, c'est ça, oui. Il maintient quasiment la division du travail jusque dans le communisme, ce qui est assez embarrassant. On pourra en parler si ça nous amuse. Et le problème aujourd'hui, c'est le travail de la femme à l'extérieur qui s'est développé. Voilà. Et donc, moi je pense que le problème aussi, là, c'est que, femme ou homme, quand on travaille à l'extérieur, on est à égalité. Donc il y a. On en est loin. Non, mais je veux dire à égalité par rapport à je rentre chez moi, je suis crevée, j'en ai marre, je vais en faire la bouffe, le machin. Bon. Et là, comment ça se règle? Ça peut se régler que par un contrat interne. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Domestique. Voilà. Division des tâches, mais qui décide? C'est pas un rapport de force. Non, c'est un rapport d'intelligence. Ça, c'est la version optimiste. Un rapport d'éducation. Oui, mais l'éducation, elle ne tombe pas comme ça. Mais non, un rapport d'éducation depuis la petite enfance. À la différence d'autres pays européens, la France, dans les années 70, moi j'ai connu, j'étais militant auprès des entreprises indépendantes, où on a créé des emplois pour les femmes, énormément. Contrairement à l'Allemagne, par exemple dans le département, si vous prenez télémécanique, sphère, que des femmes, les chefs c'était les hommes, mais énormément de femmes qui a complètement transformé la société française. Je parle au niveau industriel dans les entreprises qui n'existent plus aujourd'hui. Il y avait, à Carrosse, il y avait plein d'entreprises aussi, en majorité féminines. Et ça posait pas mal de problèmes parce que la difficulté de la syndicalisation et le fait qu'elles avaient double emploi. Elles travaillaient à l'usine, mais c'était bonbon dans la maison, parce qu'il y a ce côté aussi où le mari ne partageait pas toujours les tâches familiales. Donc j'ai connu ça. Et puis, dans les années 80, on a vu la disparition de toutes ces entreprises qui est liée à la désindustrialisation de la société française. La financiarisation. Voilà. Alors, Nancy Fraser va encore plus loin, donc
j'ai évoqué l'écologie politique et l'économie politique, elle va encore plus loin, elle souligne que le capitalisme a aussi besoin, ne rigolez pas dans ce que je vais dire, d'institutions internationales pour réguler, baliser. Oui, voilà. Les sujets de maths. Pour baliser, réguler oui. les échanges, les contrats, les procédures, le commerce, enfin, réguler tout ce qui est à réguler. Et il a aussi besoin de capacités militaires pour disons, faire advenir certaines réalités plutôt que d'autres. Et enfin, il y a aussi à l'international expropriation dans le cadre impérial. Et c'est là où ce propos que j'ai écrit, je ne sais pas quand, rejoint de manière spectaculaire l'actualité, puisque là, c'est le Groenland. L'expropriation que Trump avait envie de faire, ou que peut-être, si on regarde ses derniers propos à Davos, il ne fera peut-être pas, peut-être qu'il va finir par négocier quelque chose, mais là aussi, et puis, sans parler du Groenland qui est une actualité brûlante, mais depuis, pour ne parler que de l'après-guerre, les États-Unis, les pays européens, etc., presque tous les pays ont, d'une manière ou d'une autre, procédé à des expropriations en Afrique. La France-Afrique, c'était une vaste entreprise d'expropriation, de spoliation des pays. Mais ça, c'était les pays colonisés, ça, même encore plus loin. Encore plus loin. Mais ça s'est poursuivi. C'est parce que je ne veux pas remonter à Mathusalem, mais oui, bien sûr, il faut remonter pour l'Algérie. Voilà, la spoliation, c'est le début du 19e. Oui, 1834. L'Algérie, je crois que c'était 1830. Je pense aux grandes découvertes. Et oui, mais les grandes découvertes. Tu arrives dans un territoire. Le Pérou, faut pas c'est moi qui dois vous faire penser qu'avant le deuxième empire français, il y avait un premier empire français. Canada. Oui, bien sûr. Et la Louisiane. Comme on dit, quand je dis Canada, Amérique du Nord. Bon, là, livre 1 du Capital, le chapitre sur l'accumulation. Ah oui, il en parle. Il en parle. Voilà, livre 1 du Capital, le chapitre 8. Ça, quand même, ça a été assez vite l'histoire de la colonisation. Au moins un certain nombre de socialistes ont réagi assez vite et ont très vite vu le côté effectivement expropriateur. Et eux, ils parlaient de vol carrément. Jules Guesde, dans les années 80. Bon, là, pour une fois, il a fait un boulot. C'est un des premiers. Donc, Fraser, elle dit il y a deux ex, EX, deux ex entre guillemets. Il y a exploitation et expropriation. Voilà, exploitation, expropriation, qui sont imbriqués fonctionnellement, ainsi que je le disais tout à l'heure en la citant. Et tout ça continue finalement de croître et embellir de nos jours gentiment. Ce n'est pas quelque chose qui est dépassé ou que l'on pourrait oublier. Les deux ex, dit-elle, contribuent à l'accumulation de manière différente, alors que, dit-elle, l'exploitation
transfert de la valeur au capital sous le couvert d'un échange contractuel libre, le contrat de travail, eh bien, l'expropriation, elle, les capitalistes se livrent à l'expropriation, mais en se dispensant, là il y a la différence, en se dispensant de toutes ces subtilités de contrat de travail. Et oui, mais ça n'a rien à voir avec les contrats de travail et tout ça, mais je pense à preuve. Oui, et au prétexte, oui. Là, il y a des météos rares, des machins, ben, je vais le prendre. Hein. C'est un peu ça, quoi. Bien sûr. Il est intéressant, il ne faut pas croire. Non, c'est pourquoi cette phase du capitalisme financier, c'est précisément aussi une phase qui vise à remplacer les régulations étatiques, quelles qu'elles soient, par des régulations purement privées et purement financières. Alors, ils peuvent avoir effectivement un aspect féodal, mais par-delà, par exemple, c'est systématique. Donc, le droit des affaires, c'est un droit international privé pour l'essentiel, qui n'a rien à voir avec les institutions internationales. Bon, c'est ce qui fait d'ailleurs que des contrats entre entreprises de pays différents, on fixe dans le contrat qu'en cas de désaccord, on se référera au tribunal de Californie ou un truc comme ça. Bon, oui. Comment ils s'appellent ces tribunaux ils ont un nom privé. Absolument. J'ai oublié leur nom. Oui, bien sûr. Et là, d'arbitrage. D'arbitrage, oui. Et bon, Trump, il développe ça, c'est-à-dire que ce qui reste. Il n'est pas encore à cette niveau-là. Lui, il pense seulement à ce qu'il va voler directement. Oui, mais bon, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en de train voler de dire directement. Le reste des institutions internationales, je les fous en l'air. Oui. Et on remplace ça par une régulation qui est quasiment privée. Son conseil, par exemple, son conseil de la paix, c'est l'équivalent d'un tribunal d'arbitrage complètement privé. Quoi. Tu payes une cotise pour entrer. C'est tellement corrompu que même Macron et Netanyahu refusent d'y entrer. C'est vraiment mauvais. Mais je pense que là, il y a quand même cet objectif, c'est justement de s'approprier un organisme pour débiner, j'ai envie de dire, un organisme comme l'ONU, au GEN. Un organisme effectivement public international, on le remplace par un machin. Aux yeux et à la barbe de tout le monde, il trouve ça normal. Et il le fait après, je ne sais pas combien, on va dire 15-20 ans d'initiatives essentiellement américaines d'ailleurs, d'initiatives américaines, qui sont toutes allées dans le même sens, c'est-à-dire à décrédibiliser l'ONU, ou à la paralyser. Donc tous ces... On s'en sort bien parce qu'il n'a pas mis dans le lot Saint-Pierre de Miquelon. Eh bien, on verra. On verra. Tu verras que c'est... À voir. J'ai lu ça quelque part. À voir. Je pense qu'il a des intentions sur Saint-Pierre et Miquelon. Ouais, à voir. C'est trop petit pour lui. Il veut... Non. Il veut faire des États-Unis l'État le plus grand. C'est pour ça qu'il pensait à Canada. Ça, c'est pas sûr. Parce que ce qui peut l'intéresser dans des trucs comme Saint-Pierre et Miquelon, qui sont effectivement un peu trop dubulesques, c'est par exemple l'extension des eaux territoriales pour les voies navigables. Non, c'est trop subtil pour Trump.
Ah non, je vous assure, Oui, c'est depuis 6 ans. À mon avis, Je parlais en... Mais il n'est pas tout seul à réfléchir. Non, mais c'est lui qui sort les choses ici. Il a le soutien de Dieu. Hein. Moi, j'étais jamais parent, alors j'avais pas une petite de 6 ans à régler. Mais les gens qui ont eu des petits de 6 ans se souviennent qu'ils peuvent savoir ce qu'ils veulent. Oui. Et même pas, quand on dit non, c'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Alors, c'est bien lui. Hein. Ces réalités d'expropriation, elles renvoient à des choses basiques. Hein. Exproprier le travail, exproprier la terre, exproprier les minéraux. S'exproprier la nationalisation dans ton identité, quoi. Attends, imaginez un Canadien, je sais pas, quand tu te réveilles le matin, et puis on te dit, lui là, il veut intégrer votre pays. Oui, non, mais c'est... Et tout cela, ce sont des manœuvres, des manipulations, des manœuvres pour finalement abaisser les coûts de production. On rejoint le côté crise de productivité, de rentabilité, crise profonde du capitalisme depuis des décennies, qui est arrivé à un stade où il éprouve le besoin de prendre de telles initiatives, où Trump éprouve le besoin de prendre de telles initiatives. Je crois qu'il faut éviter de rapporter toutes ces initiatives à la psychologie de Trump. On peut le faire, hein. Ce n'est pas inintéressant totalement, mais pourquoi pas? Mais la psychologie de Trump dans cette affaire, elle a juste comme caractéristique d'être raccord avec une situation du capitalisme qui est celle où le capitalisme est arrivé au bout de quelque chose et il lui faut trouver de nouvelles ressources à bas prix, à bas coût, sur le Groenland, le Canada, que sais-je encore. Et je pense qu'il n'y a pas que ça, c'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, la démonstration qu'il y a la crise du capitalisme. Parce que cette attitude. Alors, il y a le côté complètement fou de Trump, mais on voit aussi le truc. C'est parce que il y a quand même des pays qui s'organisent, notamment avec la Chine, avec le BRICS. Par exemple, on apprend aujourd'hui que 40% des échanges de pétrole ne se font plus en dollars. Donc ça manque aux États-Unis. Il y a plein de phénomènes comme cela, et je crois que là, ils sont au point, c'est qu'il veut montrer, alors là c'est l'extrême avec Trump, que nous on est les plus forts. Ce n'est pas les Chinois qui vont dominer la planète, c'est moi. Et après, comme il veut que cette grande Amérique, et que même s'il n'est plus là-dessus, mais près de Dieu, parce qu'il fait toujours, c'est Dieu m'a compris, mais que dans 1000 ans, on dira, cette grande Amérique, c'est grâce à Trump, parce qu'il a cette idée aussi, comme les empereurs, parce que si on regarde l'histoire de Napoléon, pareil, c'était un républicain et tout, puis il est devenu empereur, puis après, il est allé... Si on fait le parallèle, et on voit, il a voulu envahir, il a voulu truc, et puis à la fin, il s'est retrouvé à l'île d'Elbe. Non, Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, ouais. Il avait fait une à Elbe, et puis après Sainte-Hélène. Donc on voit un peu cette paranoïa, à un moment donné, de domination. Oui, mais c'est l'envers d'une concurrence qui est devenue une concurrence impériale, parce que tu as des formations, c'est plus simplement une concurrence entre des nations comme au XIXe siècle. Là, tu as des formations à tendance impériale, les États-Unis bien sûr, la Chine, la Russie aimerait bien, mais dans l'immédiat, je ne suis pas sûr. L'Union européenne, si elle avait réussi, ça serait une formation en fait impériale. Donc avec autour, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'autour de ces formations, il leur faut un bloc
avant on aurait dit des marches de l'Empire autour, ben oui, bien sûr. Bon. Et là, il y a une concurrence directe entre toutes ces formations. Alors effectivement, ça peut donner lieu à des phénomènes de paranoïa, même collective, parce que bon, il n'est pas tout seul, hein, du coup. Napoléon non plus. Napoléon non plus, bon. Alors Napoléon, c'était encore, c'était une sorte d'esquisse, parce que oui, à mon avis, le fait même qu'il s'est mis empereur des Français, c'était pour souligner que c'était lui l'empereur, et pas, par exemple, l'empereur du Saint-Empire, qu'il a d'ailleurs supprimé, etc. Bon. Autrement dit, il visait un truc impérial qui n'était pas encore mûr. Tandis que maintenant, c'est plus que mûr, quoi. On est en plein dedans. Bon. Et dans la géostratégie, ça arrange bien la Russie, parce qu'elle se permet d'attaquer à fond l'Ukraine, et plus personne ne dit rien. Donc c'est pour ça que les Russes, je parle du pouvoir russe, est tout tranquille. Si vous regardez, les déclarations sont quand même mesurées et tout. C'est parce que, bon, ils ne veulent pas contrarier l'autre parce que c'est un psychopathe. Donc ils font semblant d'eux, même par rapport à ce nouveau conseil. Poutine dit, bon, on peut réfléchir, en fin de compte, s'il lui permet d'avancer, parce qu'il sait qu'avec l'hiver, l'Ukraine va céder, c'est obligé. Ils n'y arrivent plus. Il y a encore combien 8000 immeubles qui n'ont plus de chauffage, plus rien. Il fait moins 15 actuellement. Donc il y a toute cette stratégie. Donc voilà un peu où on arrive. Mais en même temps, on apprend. C'est pour ça que je dis qu'il y a la crise du capitalisme, parce qu'il ne faut pas. C'est qu'aux États-Unis, il y a de l'inflation, il y a de plus en plus de difficultés. Et les taxes, qui c'est qui les paye? Moi, je ne suis pas contre qu'ils nous taxent. C'est les Américains. Oui. Donc, ils achèteront peut-être plus nos produits. Hein, nous, il faut qu'on fasse pareil. Je veux dire, mais leur économie, elle est bancale actuellement. L'inflation aux États-Unis, elle serait entre 2,5 et 2,7. Ce qui est un taux d'inflation pas petit. Dans nos économies d'aujourd'hui, 2,5, 2,7 d'inflation sur des mois et des mois, c'est pas mal. C'est dur à avaler. Je lisais un article récemment que effectivement, c'est les consommateurs qui payent qui payent le surplus de coûts des marchandises, ça pèse sur pas sur les entreprises qui importent. Voilà. Donc, et aux États-Unis, aussi ce que je voulais dire, et aux États-Unis, il paraît qu'il y a beaucoup de manifestations. Oui, de mouvements. Hein. Oui. Beaucoup. On ne nous en parle pas, mais il y en a. Là, on n'en parle pas sur les grands médias. Non, sur les grands médias. Et on voit qu'il y a des républicains qui commencent à être mécontents de cette politique parce qu'ils sentent que leur pays. Et puis eux, il faut qu'ils se fassent réélire en novembre. Hein. Ouais, voilà. Alors, non, d'ailleurs, moi, je regarde, j'ai ces informations de manifestations qui se font un peu partout aux États-Unis. À un moment donné, c'est un peu comme on peut penser quand même à Israël. Il a quand même été élu. Il a été élu d'une façon, paraît-il, démocratique. En tout cas, ça a été reconnu comme tel. Et il a été élu par quel pourcentage de la population, parce qu'il n'y a pas plus de votants aux États-Unis que chez nous en France en ce moment, pour ce qui est des présidentielles. Encore que les présidentielles, c'est là que chez nous ça voterait le plus. Voilà. Mais je veux dire, à un moment donné, très bien toutes ces manifs, regardez dans toutes ces manifs qui sont là, il y en a combien qui sont déplacés pour aller voter. Il y a aussi quand même ce problème de la conscience citoyenne, j'ai envie de dire. Et oui, et ça, peu à peu, justement, le capitalisme, il nous l'a broyé, cette conscience. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, même si on revient en France, au niveau, par exemple, de la syndicalisation, quelle que
soit les syndicats, chuté. Il y a de par justement cette chute de la syndicalisation, il y a aussi une chute de l'histoire populaire, de l'histoire ouvrière. Et ça, les médias ne se sont pas gênés, et toute cette propagande du capitalisme ne s'est pas gênée justement pour nous. Et c'est comme ça aussi que le capitalisme, pour arriver à diviser les travailleurs, a aussi cassé les grandes entreprises nationalisées, comme EDF, comme la SNCF, comme la Poste, en plusieurs petits morceaux, en plusieurs petites entreprises, de façon aussi à ce que cette unité ouvrière disparaisse. Je pense moi je crois qu'il faut pas... Et la multiplication des statuts. Voilà, la multiplication des statuts, absolument. Donc, je pense que ça, il faut aussi le prendre en compte, il ne faut pas le négliger. Oui. Parce que finalement, dans l'état dans lequel on se trouve actuellement, et qui a fait en sorte que le capitalisme a sorti tous ces outils, on va dire, les a fabriqués pour arriver à casser, c'est aussi qu'à un moment donné, de l'autre côté, au niveau de la conscience politique, disons, populaire, citoyenne, qu'est-ce qu'elle est devenue? Bien sûr. Elle aussi, elle a été cassée. On peut situer ce que tu dis, on peut le situer dans le temps, c'est la décennie 1980-1990, en tout cas, pour la France. C'est dans ces deux décennies-là que les grands changements interviennent. Et je le cite souvent, cet ouvrage, c'est Le nouvel esprit du capitalisme. Le nouvel esprit du capitalisme, c'est un ouvrage de Chacoulot et Boltanski, Piello, ou un truc et Chacoulot, comme ça. Voilà, c'est dans la collection Telle de Gallimard. C'est un très très bon livre qui explique que par le menu, tout ce qui a été fait dans les années 1900, il n'explique pas que ça, hein, mais il y a plusieurs passages où le livre explique ce qui a été fait dans les années 1980-90. Et où la conclusion c'est l'ordre règne. Après avoir fait tout ça, l'ordre règne dans les entreprises. Sur les États-Unis, je précise aussi que l'abstention de vote, elle était très importante déjà dans les années 1920. Des grands auteurs comme Lippmann, Walter Lippmann, ou même celui qui a fait des livres sur l'éducation, eh bien, se plaignent, dans les années 1920, se plaignent qu'un électeur sur deux se rend aux urnes. Dans les années 1920. Et nous en sommes toujours là aux États-Unis aujourd'hui, un siècle après. Ça n'a pas changé. Donc l'abstention aux États-Unis, l'abstention, elle est venue depuis 20 ou 30 ans. Pas trop quand. Sûrement 20-30 ans, on va dire. Et encore, pour les présidentielles, maintenant, la présidentielle est encore un peu pas protégée. Tandis qu'aux États-Unis, aucune élection d'aucune sorte ne déroge aux 50%. Alors, Fraser, je vous disais qu'elle dit que les choses sont imbriquées fonctionnellement. Elle le formule ainsi dans un passage. Cette imbrication, exploitation, expropriation. Ouvrez les guillemets, les travailleurs salariés doublement libres. Alors, vous savez, un doublement libre, c'est parce qu'ils sont libres par leur statut, soi-disant libres par leur statut juridique, ils ont le droit de contracter ou pas, ils ont le droit de travailler ou pas.
et aussi par le fait qu'ils sont privés de tout moyen de production et de subsistance. Donc, Nancy Fraser a dit, les travailleurs salariés doublement libres transforment des matières premières pillées sur des machines alimentées par des sources d'énergie confisquées. Voilà, c'est sa façon de relier Donc l'expropriation rend rentable l'exploitation. De moins en moins cependant, puisque le système bloque sur la question des débouchés des produits, du manque de pouvoir d'achat dans l'économie globale. Bon, mais je passe là-dessus. Donc, les travailleurs des deux ex, les travailleurs de l'exploitation, les travailleurs de l'expropriation, n'ont évidemment pas le même statut. Du côté de l'exploitation, on a plutôt affaire, de moins en moins, mais encore plutôt affaire à des individus et à des citoyens titulaires de droit, de moins en moins, on vient d'évoquer, alors que du côté de l'expropriation, là, c'est carrément des êtres, des individus non libres et dépendants. Même des individus qui sont quasiment des esclaves, pour ainsi dire. Et donc, là, Nancy Fraser parle de l'oppression raciale impériale. Ainsi, dit-elle, la division entre les deux ex coïncide approximativement, mais incontestablement, avec la ligne de couleur, color line. Je ne sais pas si vous connaissez ça, Victor. La ligne de couleur, color line, c'est la ligne de couleur mondiale. C'est-à-dire qu'en gros, si on prend les blancs, on va tomber sur des économies, des pays, des économies, des régions où les choses se passent à peu près normalement, on va dire. Et si on prend les noirs, les jaunes, les rouges, etc., eh bien, alors les jaunes, il ne faudrait peut-être pas que je dise jaunes, parce que justement la Chine est en train de sortir de ça, donc on les laisse de côté. Mais si on prend les pays d'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient, encore que l'Extrême-Orient, non, d'Amérique latine. Et puis, qu'est-ce qu'on peut encore citer? Afrique, Amérique latine, le Sud global, je vais utiliser cette expression de Sud global par facilité. Eh bien, là, on est dans des pays où c'est des gens de couleur, d'où l'expression qui a surgi à un moment donné de color line, de ligne de couleur. Tu n'avais pas entendu parler de ça, je vois? Oui, c'est le système d'analyse de couleur. C'est le nord et le sud. Hein. Oui. Le nord et le sud. C'est sûrement trop rapide, mais en gros, c'est ça. Donc, le capitalisme dépend de l'économie capitaliste dépend de beaucoup de choses qui ne sont pas de nature capitaliste, de nature économique. C'est tout cet arrière-plan non économique que j'ai mentionné. Le premier plan, je le rappelle, c'est la propriété privée, l'accumulation, l'affectation par le marché des principaux intrants de la production de marchandises, ainsi que du surplus social. Et puis, si vous prenez l'expropriation, eh bien, c'est l'expropriation des terres, des minéraux, etc., la spoliation généralisée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce schéma que je vous avais montré dans une conférence.
C'était lors de la conférence sur le fétichisme, rue d'Isole. Alors, ce schéma, finalement, il synthétise tout ce que je viens de dire. Si vous prenez le jaune, eh bien le jaune, vous avez les prolétaires propriétaires de leur force de travail et vous avez les capitalistes propriétaires des moyens de production, les deux grands acteurs de base. Je vais le mettre comme ça. Bon. Et puis, en conséquence de ces deux grands acteurs de base, eh bien, vous avez le marché du travail. Les uns qui vendent leur force de travail, les prolétaires, et les autres qui l'achètent. Donc vous avez le marché du travail au centre du rectangle jaune. Dans la foulée, vous avez la production des marchandises et en fin de compte, en lisière du rectangle jaune, eh bien, vous avez la présentation de ces marchandises sur le marché des marchandises, autrement dit. Donc, prolétaire, capitaliste, marché du travail, production des marchandises, ce que j'appelais, lors de la conférence où j'ai présenté ce schéma, ce que j'appelais l'entre-prolétariat. Bien. Et le marché des marchandises. Bien. Ce qu'ajoute Nancy Fraser, elle ajoute, c'est l'orange. Elle ajoute, je vais essayer d'aller dans le même ordre qu'elle, elle ajoute la reproduction sociale, typiquement le travail des femmes à la maison, hein, mais j'ai cité beaucoup d'autres choses, bien sûr, j'ai cité aussi les services publics, les interventions associatives, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Hein. Les solidarités communautaires, etc. Donc, la reproduction sociale qui permet que, en dehors de la sphère productive d'exploitation, les prolétaires puissent reproduire leur force de travail. Donc, je vous renvoie à ce que j'ai dit sur Nancy Fraser à cet égard. Ensuite, elle évoque l'expropriation, c'est-à-dire l'expropriation des terres, des minéraux, etc., etc. Elle met dans cette formule de l'expropriation le travail gratuit des femmes. Ensuite, l'environnement, troisièmement l'environnement, le gâchis de l'environnement, l'utilisation de l'environnement à la fois comme intrant gratuit et comme poubelle. Et enfin, il y a tout ce qui relève du pouvoir politique, national ou international. Le pouvoir politique national, ça va être par exemple les interventions étatiques sur le prix de la main-d'œuvre, le SMIC, hein, sur les allocations familiales, sur la sécurité sociale, etc. Au niveau international, c'est les institutions internationales, l'OMC, l'ONU, l'OIT, le FMI et d'autres encore, bien entendu. Hein, voilà. Et qui sont en train de dépérir tout doucement. Voilà le grand apport de Nancy Fraser, il est dans cette partie orange. Même si, attention, ne soyons pas injustes ou caricaturales, elle
elle intervient aussi sur le jaune. Et moi, ce que j'ajoute, c'est ce qui est en rose, en rouge, c'est deux réalités massives qui sont mondiales, planétaires. L'une, c'est le marché de la monnaie, qui est indispensable pour que tout cela fonctionne, puisque là, on a affaire à quelque chose qui fonctionne d'emblée au niveau mondial, hein, on est bien d'accord, hein. Et donc le marché de la monnaie, et puis eh bien, le marché international, le marché mondial des marchandises, le commerce mondial des marchandises. Regardez les mouvements énormes dont ce marché est le lieu en ce moment, entre la Chine, les États-Unis, etc., etc. Voilà une manière de résumer cette conférence, c'est celle-là, et ça illustre aussi l'idée que parler d'économie capitaliste, c'est trop court. Il faut parler de société capitaliste en y incluant toutes les réalités que j'ai mentionnées. Et voilà. Merci. Jean et Catherine. Catherine. Non, je vais justement par rapport à cette conclusion, comme quoi le capitalisme a quand même à mon avis, a quand même ses contradictions. Parce que ce qu'indique la Nancy Fraser sur ce côté-là, finalement, c'est effectivement, si vous avez compris, tout ce travail qui produit, bien-être, etc., mais qui n'est pas rémunéré. Et les, comment dire, je parle de la France, hein, c'est très moins bien, mais le gouvernement a intérêt à ce que, et donc le capital aussi, a intérêt à ce que cette fraction continue à exister, parce que la plupart du temps, les associations qui s'occupent de ci, s'occupent de problèmes dont les gouvernements devraient se préoccuper et devraient prendre en main. Donc, ces associations, elles sont absolument nécessaires. Elles sont indispensables parce qu'elles font le travail qu'un État devrait pouvoir faire par rapport à sa population. Et c'est contradictoire dans la mesure où, justement, les subventions. Voilà, les subventions roulent, les subventions fondent. Hein. Moi, je sais, par exemple, chez nous en Marseille, c'est la Rouge-du-Rhône, la mère Vassal, elle a dit, moi, les subventions aux associations, j'arrête. Je les arrête. Elle a plus les subventions d'État. Voilà. Bon. Et d'un autre côté, ces associations, elles sont indispensables pour qu'une population, malheureusement, la frange la plus fragile, puisse continuer à vivre. Alors, je dirais, dignement, c'est peut-être un grand mot, mais à vivre, à survivre. Alors, il y a quand même là une contradiction sur cette, comment dire, cette mise en scène, j'ai envie de dire, que ça devient une mise en scène. À ça, on nous parle des restos du cœur, on nous parle de ceci, de cela, mais d'un autre côté, on a les subventions, c'est cool. C'est une respiration. C'est une respiration. Ce que je veux dire par là, c'est que nous venons de où venons-nous? Nous venons, une fois de plus, je vais repartir de la libération, c'est une autre question, bien entendu, mais nous venons de la libération où beaucoup de choses ont été mises en place, et maintenant, nous sommes en train de vivre depuis 3-4 décennies, facilement, depuis 3-4 décennies, nous vivons l'implosion ou le ratatinement de tout ça. Moi, je parlerais plutôt de ratatinement.
de ratatinement tout ce système divers et variés, parce que c'est milieu associatif, service public, etc. C'est une galaxie extrêmement diverse. Eh bien, c'est en train de se ratatiner, et qui tient la seringue qui fonctionne les subventions, c'est l'État. Hein, voilà. Mais le même État qui plante la seringue dans tout ça et qui ratatine le truc, le même État voudrait quand même que ça continue de faire. Mais moi, je suis témoin à l'Assemblée du Secours populaire. Ils ont baissé le budget de 2026 de 30%. C'est ça. Le préfet leur a indiqué qu'ils risquaient. C'est pas le préfet qui a décidé. Il a dit vous aurez beaucoup moins. Et en même temps, comme je suis très lié avec la Fondation de Nice, pareil. Ils ne touchent plus du conseil départemental la subvention pour aider les SDF qui sont dans la rue. Ça y est, la rue Balachano, ils vont dégager. Ah, ils vont pas. Ouais. Mais ils n'ont plus d'argent pour leur payer la douche, la petite soupe du soir, et y compris pour les femmes qui sont à la rue. Il y a une partie du bâtiment que je connais bien, pareil, qui vont fermer. Mais cette précarisation, elle va poser un sacré problème à la société française. Parce qu'à un moment donné, tous ces gens qui vont se retrouver dans la rue, on va voir même malheureusement des gens qui meurent, il y en a eu un à Nice, tout ça, ça va poser des problèmes à l'État où il va être bien obligé à un moment donné de réagir. Au bout du compte, de réagir. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, mais bon, c'est d'autant plus clair que c'est au moment où les besoins des associations s'accroissent, parce que le secours populaire, les restos du cœur, etc., ils ont de plus en plus de clients, si j'ose dire. Et ça, effectivement, fournir des services gratuits à la population, ça suppose un financement d'État, parce que là, on est quand même dans une économie monétaire. Hein, faut bien qu'il y ait quelque part quelqu'un qui paye. Mais moi, ce que ça me fait dire, c'est que, bon, tu as parlé de la ligne de couleur nord-sud, très vrai, mais il ne faut pas oublier que, si j'ose dire, il y a un sud du nord, hein, qui est là, et qui, en particulier, parce que, bon, bien sûr, oui, il y a les phénomènes les plus urgents, on a dit, mais il ne faut pas oublier que ce sud du nord, il existe aussi sous une forme beaucoup plus perverse, c'est quelle entrée sur le marché du travail. Parce que l'exclusion, elle commence là, quand on ne peut pas rentrer sur le marché du travail. Bon. Or, tu as tous les phénomènes d'économie aux blagues, souterraines, etc. Bon. Mais tout ça, c'est une surexploitation, c'est du travail encore plus non payé, etc. Bon, ça, faut le voir en face. Bon. Et c'est aussi une économie parallèle du type drogue quand on ne peut pas trouver ailleurs. Bon, ah ben oui, mais là, on parlait des contradictions, mais en voilà une énorme. On nous dit qu'il y a le trafic qui est devenu national, ou à peu près. Bon, ben oui, d'accord, mais enfin, qui le fait et pourquoi? Bien sûr. Bon, tu vois, et pire, bon, sur quel segment d'entrée du marché du travail on peut entrer? Bon. La différence de formation et de qualité de la formation dans les écoles ou ailleurs. Bon. Bah oui, je regrette, mais bon, il y a longtemps, c'est vrai, parce que bon, je commence à couler sous les ans, mais quand j'enseignais à Bobigny, il y avait déjà un décalage, donc dans les années 80, il y avait déjà un décalage entre l'existence, parce qu'en Seine-Saint-Denis, il y a des entreprises, il y a du travail. Il ne faut pas croire que c'est un département complètement désindustrialisé, ou non, pas du tout.
Pas du tout. Mais il y avait un décalage énorme entre les postes à pourvoir et la main-d'œuvre qu'on leur fournissait. Ah ben oui. Bon, mais ça voulait dire que les membres, ils ne rentraient pas sur le marché du travail qualifié, donc précaire, donc, etc. Tu vois, donc, et ça fait partie, comme par hasard aussi, les premiers qu'on prenait plein la gueule, c'était évidemment des types d'origine immigrée. Bon, le sud du Nord, quoi. Bien sûr. Plus en ce qui les concernait, le délit de sa gueule. Hein. Pardon ? Le délit de sa gueule. Ah ben oui, bon, allez. Et encore, parce que, bon, compte tenu de l'environnement, il était peut-être moins marqué qu'ailleurs, si tu veux. Bon, c'est vrai aussi, par exemple, que très tôt, l'aéroport de Roissy a engagé un certain nombre de types d'origine maghrébine, ou des trucs comme ça, bon, pour faire d'ailleurs du boulot qui n'est pas spécialement facile ni intéressant. Bon, les gars qui font les chariots à bailliage là, quand on prend l'avion, des trucs comme ça, on sait pas. Moi, ce qui m'impressionne, c'est finalement quand on fait le tour de tout ça et qu'on regarde ce schéma-là, que je n'ai pas sorti, c'est hallucinant le rouage de cette société capitaliste dans tous les domaines dans laquelle nous sommes plongés, et on a du mal à sortir la tête de l'eau pour dire mais ça va pas là, ça va pas là. On est complètement plongé dans tous ces mécanismes qui font qu'on est là. Disons-le encore autrement, cette formulation basique d'ailleurs, elle devient l'attitude, c'est que le capitalisme a besoin d'un État. Il a besoin d'un État. Le schéma, il suggère aussi ça. Oui, et quelque part d'une rationalité d'État. Et il a besoin d'un État pour aménager, baliser toute une série de choses très nombreuses. Le schéma, on peut le lire aussi comme ça. Un État national et des institutions internationales. C'est pour ça que je vous ai parlé la semaine dernière dans Challenge, je crois, j'avais lu un article comme un couillon, je ne l'ai pas découpé, où des multinationales se plaignaient des GAFAM, des Elon Musk, etc. Ce qu'ils disaient, ils sont au-dessus des États, ils ne respectent pas, et ces multinationales, eux, ils veulent rester avec le cadre d'une protection de l'armée, la police, l'éducation, la santé pour pouvoir produire et faire du bénéfice. Et là, il y a aussi cette contradiction, et on voit que c'est aux États-Unis qu'il y a le plus de ces personnages archi-milliardaires, mais qui respectent rien, comme à la Trump. Il y a un livre qui a été fait là-dessus, je ne sais plus qui l'a fait, mais en 2025, il y a quelques mois, Le Monde confisqué, peut-être, c'est ça. Mais en tout cas, il y a un auteur qui a fait un livre là-dessus, qui explique que dans le monde, il y aurait la bagatelle de 8 ou 10 000, peut-être je me trompe de quelques milliers, mais de 8 ou 10 000 lieux, endroits, où les règles étatiques, que ce soit France, Allemagne, du Nord, du Sud, etc., où les règles étatiques sont neutralisées. Donc, il y a une catégorie de ces lieux que vous connaissez bien, sans doute, c'est ce qu'on appelle les zones franches. C'est assez connu. Les zones franches, il y en a pas mal en France. Bon. Mais il y a eu un développement depuis, je ne sais pas, 20 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, un développement d'autres catégories de lieux de ce type où les règles étatiques sont neutralisées et où, du coup, les contraintes de productivité, de coûts, de production, etc., sont contournées.
Donc, il faudra que j'essaie de retrouver le titre de cet ouvrage, qui est paru en librairie il y a 3, 4, 5, 6 mois, un peu comme ça. Et il paraît que c'est quelque chose qui est en train de croître et embellir. Voilà. C'est une réalité. L'auteur dit que c'est quelque chose qui est en train de croître et embellir. Un truc très simple, c'est la privatisation de la monnaie. Le Bitcoin, par exemple, Ouais. bon, des monnaies qui sont... Et qu'il a... Alors, le lieu, il est virtuel, si on peut dire, il est sur, sur la toile, etc. Donc, des échanges qui n'ont absolument pas de règles étatiques ou quoi que ce soit. voilà. Il va aussi prendre, mais en avant. Eh ben, il est... Ah oui? Oui, bien sûr. Il essaie. Hein. Il essaie. C'est très instable. Ou si c'est ça pas se ça. prendra, comme c'est évidemment une technologie parfaite pour les criminels. C'est absolument ce qu'ils ont besoin. On ne peut pas le retrouver. Alors, on va peut-être s'arrêter là. Je regarde ce que... Donc, la fois prochaine, c'est quand? C'est le 28, mercredi prochain. Le 28, donc, c'est les forces productives. Donc, je voulais, dans un cycle sur le capitalisme, faire une conférence sur les forces productives. Je vais en profiter pour évoquer le texte de Marx sur les machines. La m'excuserais. Non, je peux Non. pas venir parce qu'on monte. Je l'ai, hein.